Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Mboshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Mboshi. Et qu'après, ça souque fait que c'est les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur. C'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Kita
ngoja pamba Ijoka suti yake pona Nina nanga mawa Lufoba sumanga na tuma yo Lufoba sumanga na tuma yo Ine kwenda kubikine na usala na Ah, Pasteur Makoso, l'Ivoirien. Bon, vous savez, non, Ahmed Bakayoko, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire en fonction, venait là de décider en Allemagne. Bon, le communiqué officiel de la Côte d'Ivoire, lu par un représentant ou porte-parole de Ouattara. Communiqué de la présidence de la République. Mes chers compatriotes, notre pays est en deuil. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021 en Allemagne des suites d'un cancer. Je rends hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et abnégation. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants et à la grande famille Bakayoko, à toutes les familles alliées, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Que son âme repose en paix, fait à Abidjan, le mercredi 10 mars 2021, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Un autre dictateur de la Côte d'Ivoire venait de dire qu'il est décédé par cancer. Hein? Mais nous avons tous suivi les tweets et les vidéos de Chris Yapi, hein? Ceux qui suivent Chris Yapi, qui suivent un peu l'évolution de la politique en Côte d'Ivoire. Chris Yapi a parlé de l'empoisonnement de Ouattara, plutôt de Ahmed Bakayoko, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, après l'empoisonnement, comment on appelle, de ce militaire-là qui est toujours derrière Guillaume Soro, qui était derrière Guillaume Soro. Hein. Ils l'ont d'abord empoisonné, hein, lui il est décédé, et Chris Yapi nous a développé un peu dans ce sujet. Chris Yapi nous a dit que c'est par le biais d'une femme militaire infiltrée par Ahmed Bakayoko
donc cette femme était en mission d'empoisonner. Déjà, comment on l'appelait? Ah, il a fait un nom là. Hein, en tout cas, c'est son nom qui m'échappe. Il est venu mourir là aux États-Unis. Bon, là encore, Ahmed Bakayoko, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, venait de mourir en Allemagne. Moi, ce qui me choque un peu dans cette affaire-là, c'est bon, les empoisonnements, ça fait partie des pratiques quotidiennes même des régimes criminels, dictatoriaux, tous ces régimes qui sont partis chercher le troisième mandat, tous ces régimes qui sont un Ouattao, voilà, merci beaucoup Jacob Sengi. Je crois qu'il était colonel, hein, ou commandant Ouattao, je crois. Le commandant Ouattao. Donc, commandant Ouattao, il était un proche de Soro. Ils ont fait la guerre à Gbagbo, la guerre contre Gbagbo. Ils ont pris les commandes. Bon, Soro, on a compris la manière dont il est parti. Et donc, il fallait donc éliminer les proches de Soro. Certains ont été emprisonnés. D'autres ont été simplement assassinés. Par exemple, ce commandant Ouattao qui a été empoisonné par le biais d'une femme, et cette femme avait été infiltrée dans le réseau, dans le commandement de ce groupement militaire que dirigeait le commandant Ouattao. Bon, vous voyez, c'est ça les hommes, parce que quand vous suivez un peu les tweets de Chris Yapi, il a développé sur cette affaire, il a expliqué comment la femme a été infiltrée, et cette femme se retrouverait apparemment, selon Chris Yapi, au Gabon. Bon, pasteur Marcos était en train de dire, je vais vous dévoiler l'identité de Chris Yapi, c'est Guillaume Soro. Bon, apparemment la voix qui passe là, c'est pas la voix de Soro, donc on ne peut pas commenter là-dessus. Mais néanmoins, Chris Yapi nous avait déjà averti que Ahmed Bakayoko, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, avait été empoisonné, et il a énormément cité le cadet de Ouattara, Ouattara qui est leur chef d'État, qui veut en réalité gérer maintenant aussi le pouvoir, être proche après son grand frère, donc c'est lui qui va vouloir prendre le pouvoir. Mais c'est la France-Afrique tout ça, parce que ces gens-là, c'est des Burkinabés qu'on a infiltrés en Côte d'Ivoire. Et on fait à ce que ces pays-là soient dirigés par des étrangers. Comme chez nous, on nous avait infiltré les Mboshi, qui sont des étrangers, et les Mboshi à leur tour sont en train d'emmener plusieurs étrangers. Les Mboshi qu'on nous a emmenés, c'est les Ouest-Africains, que nous appelons Sassou Doni, qu'on a infiltrés au Congo à travers les Mboshi. Parce que tout le monde sait que historiquement, il est démontré que les Mboshi sont arrivés au Congo en 1905, la première vague des Mboshi. C'est les noms bantous qu'on a importés d'Afrique de l'Ouest sont arrivés au Congo en 1905. Et ça, c'est démontré. Vous pouvez aller lire les archives, comme le mal du Congolais, ceux qui n'aiment pas lire, et nous, on lit tout ça, on vous donne ces informations. Mais nos ancêtres, qui revenaient du royaume Congo, nous sommes restés là. D'ailleurs, nos ancêtres ont signé les contrats avec ces mêmes Français en 1883, éventuellement avec le roi de Luango, Mani Makosso Chikozo, en 1884, avec éventuellement nos aïeux, nos grands-parents du côté de l'Oudima, Mikaya Pongi, moi qui suis le son nom, que je m'appelle Mikaya Pongi 7, les Mwalambungu, les grands propriétaires de terre, les grands mages, ont signé des accords avec les Blancs dans le contexte du bien-être de leurs descendants, de leur peuple. Donc nous, qui sommes les descendants de ces terres, donc les Mboshi sont venus nous trouver les propriétaires des terres, mais la France a déjoué, a travaillé, ils nous ont ramenés, ils n'ont jamais voulu respecter les clauses du contrat. À la place, ils nous imposent la répression par les biais des Noirs, les Noirs. Les Noirs qui tuent les Noirs. Et c'est ça aussi, quand on dit Black Lives Matter. Every life count. We cannot let the black people keep killing the black people. It doesn't make any sense. When you talk about Black Lives Matter, we have also to see what is happening in Africa. In Africa, we have
black people are killing black people. So we cannot just restrain the movement about the Black Lives Matter in Europe or in the USA or in Canada or in North America. This has to be worldwide. We have to talk about the Black Lives Matter. We have to think about the black people in Africa. All of these people in a high level of power, they are making some controversy operation of killing their own people by either putting them with no food, no job, they are not giving them, they are not providing to them clean drink water, they are not able to provide them electricity, they are not able to provide them a good education or a good hospital condition. All of this is a part of Black Lives Matter. Black Lives Matter cannot be only for the black in the USA or the black in Canada or the black in Europe. This has to be for everything. We have to start to see Black Lives Matter on what is happening in the country where we have, a dictator in power. They have been in power for more than 30 years in power. They are not able to provide food on people's table. They are not able to provide job. They are not able to provide a good transportation system, a good education system, a good healthcare system. They are killers. They are killers. They are black people killers. They are killing black people. So the Black Lives Matter has to start right there in the motherland, which is Africa. Right there in the center of motherland, which is in the center of Africa, where we have dictators like Sassou Nguesso, who is a creepy killer. He can kill people like that. He can steal all money. And he can steal traveling all over the world. He can steal traveling, taking an airplane, flying everywhere, landing wherever you want. And we just keep claiming this kind of people. No, Black Lives Matter. You see, when we see in the US people, we see black people fighting for black people right, for black people right. They have also to fight about the black people lives right there in Africa, in motherland. But what we are seeing, they have forgotten their motherland. They are forgetting their motherland. They think that the United States is their country. The United States, they will think only about the black people who are living right there in the United States of America. They have also to think about us. We, African people, we have dictators in power. They are stealing the whole money. They are destroying the country. They cannot provide clean drink water to the people. They cannot provide electricity, but they just keep shutting people down. That's what we want to stop. Yes. Donc tu vois, donc ça c'est très important quand on parle de la vie des Noirs contre la vie des Noirs, mais il faut aussi qu'on regarde les dictateurs africains. Le Black Lives Matter ne peut pas simplement s'arrêter au niveau de l'Europe, Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique, mais on oublie l'Afrique. Là où il y a des blacks qui tuent les Noirs à la vitesse grand V, des grands criminels comme les Sassou, c'est des gens c'est des gens d'intérêt. Ouais, chers amis. Donc, voilà l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, Ahmed Bakayoko est décédé. Mais pourquoi il a été sacrifié? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Parce que vous savez que la DEA, je crois que c'est une agence américaine de lutte contre la fraude, contre la fraude, avait braqué leurs yeux à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue une véritable plateforme tournante de la vente de la drogue. Je crois que nous avons tous vu ces vidéos-là en Côte d'Ivoire, là où on nous a montré des cargaisons de drogue. Mais lesquels qui sont impliqués dans cette drogue? Ce sont les officiels, parce que les Américains savent, d'après les enquêtes. Mais Ouattara lui-même, il est impliqué là-dedans. La femme de Ouattara est impliquée là-dedans. Ahmed Bakayoko, c'était juste quelqu'un qu'on utilisait, parce que c'est cet argent qui leur permet de financer les groupes de mercenariat dans la sous-région. Mais il faut aussi dire que la France-Afrique est impliquée là-dedans. Ah oui, beaucoup de politiciens français, véreux ou ceux qui ont été déjà en fonction, des hommes d'affaires. Mais quand vous voyez même ces ports-là sont gérés par qui? Par Bolloré. Donc Bolloré n'est pas informé que des quantités énormes de drogue rentrent par le port de la Côte d'Ivoire. C'est avec cette drogue-là que ces gens-là alimentent les groupes de rébellions dans la sous-région.
Mais vous croyez que le port de Pointe-Noire n'est pas aussi une plateforme tournante de la drogue? Oui, le port de Pointe-Noire, les Ndenge sont très impliqués, les Olesongo sont très impliqués, le fils Moshi qu'on appelle Sassou est très impliqué. Ouais, donc, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il fallait donc éliminer l'homme qui était devenu à la select de cette affaire. Donc celui qui connaissait tout, celui qui pouvait vendre la mèche, donc exploser la durite, comme on a l'habitude de dire. C'est Ahmed Bakayoko, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison que Ouattara et son équipe ont décidé de liquider ces gars. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Chris Yapi qui le dit. Hein. C'est eux qui sont là. Parce que Chris Yapi dit que Chris Yapi ne ment pas. Chris Yapi dit toujours la vérité. C'est ce que Chris Yapi nous dit. Donc ils ont liquidé Ahmed Bakayoko parce que c'était un élément très important dans ce trafic tournant de drogue en Côte d'Ivoire, dans la sous-région. Parce que c'est avec ça. Il faut comprendre que cette drogue-là quitte peut-être en Amérique du Sud, mais ça vient sur les côtes africaines. Donc la Côte d'Ivoire, le port de la Côte d'Ivoire, ça vient au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire. Et ces pays-là deviennent donc les plateformes de distribution de la drogue au niveau de l'Europe, au niveau de l'Amérique, au niveau du Moyen-Orient. Hein, c'est ce qui se passe, hein, c'est ça la réalité. Parce que c'est pas pour rien que vous voyez que Sassou a mené beaucoup de Syriens, beaucoup de Libanais de Hezbollah là au Congo. Les gens là sont financés avec quoi? Avec l'argent de la drogue. Vous voyez, chers amis. Donc ça passe par le commerce, ça passe par les réseaux qu'ils ont eu à réaliser avec, entre guillemets, les autorités locales. C'est comme ça que ces gens-là appellent ça. Et ils continuent donc d'alimenter le Moyen-Orient, l'Europe, inonder même les États-Unis. Parce qu'une fois que ça arrive en Europe, ils ont la facilité, par leur réseau mafieux, de faire monter les drogues aux États-Unis. Parce que, entre-temps, le réseau direct entre l'Amérique du Sud et les États-Unis, c'est très certainement sécuritaire. Il faut passer d'abord par l'Afrique, hein, des pays où on peut pas, on peut jamais, des pays qu'on sous-estime, hein, des pays qu'on sous-estime. Et c'est ce que les gens là font. Ils sont devenus des hyper riches. Ils financent leurs partis politiques. Ils financent même les partis politiques en Europe, dans le système de la France-Afrique, avec les fonds revenant de la vente des drogues. Et c'est pour cela, Chris Yapi dit, c'est pour cela que Ahmed Bakayoko a été empoisonné pour faire taire toute la vérité sur cette affaire. Mais vous ne savez jamais, on ne sait jamais, contre les États-Unis, l'affaire est entre la main des États-Unis, parce que apparemment la DEA avait suspecté la Côte d'Ivoire de financer un certain nombre de partis politiques aux États-Unis, je ne cite pas, avec les fonds de la drogue. Et c'est ça qui avait diligenté cette enquête-là. Donc Ouattara, pour vouloir essayer de laver sa figure, il décide donc de liquider Ahmed Bakayoko. C'est des pratiques courantes, hein, empoisonner des gens, ces gens-là, c'est leur culture. Hein. Et leur culture, là, c'est même leur fraction religieuse. Hein. Là-bas, j'ai toujours dit que c'est un réservoir des brutes dans la criminalité spécialisée dans les empoisonnements. Ils ne tuent que par les empoisonnements. Leur fraction religieuse que j'ai pas envie de faire la publicité. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à manipuler tous ces individus. Ouais, chers amis. Bon. Ouattara pense qu'il va s'en sortir. Hein? Non, il ne va pas s'en sortir. Toutes les vérités sont connues. La femme de Ouattara, elle-même, elle est agent de la DGCE. Donc, agente, elle a un numéro matricule. Donc, agent secret de la France-Afrique. Donc, elle fait partie des plateformes de transformation, de trafic de drogue. Ça, c'est pas Pongi qui le dit. C'est Chris Yapi qui le dit. Les audios, les vidéos, les audios en forme de vidéos de Chris Yapi sont tous en public. Tous les tweets sont là. C'est lui qui le dit. Donc, aujourd'hui, on nous a annoncé la mort de Ahmed Bakayoko, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Mais vous voyez que 3 jours avant, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu Ouattara signer une note où il a nommé son cadet comme ministre occupant la défense maintenant. ça vous dit tout. Hein? Parce que quand on donne la défense à quelqu'un, à son cadet, c'est clair, on le prépare à prendre les fonctions, peut-être encore un 4e mandat ou jusqu'à ce que peut-être mourir au pouvoir. Puisque au Congo, il y a maintenant un empereur qu'on appelle le Moshi Sassou. Et c'est certainement en Côte d'Ivoire, il y aura aussi un empereur. Et en Guinée, il y aura aussi un empereur. Voilà, donc ça c'était les breaking news. Comme vous allez constater,
nous avons le USK ici. Je crois que tout à l'heure, on vous avait montré ça encore. On va encore vous le montrer. Bon, là, c'est aussi le USK, hein, vous le voyez. C'est décoré derrière aussi. Et puis, ce sont les symboles de la résistance. Chaque résistance doit y avoir des symboles. Depuis que nous avons commencé cette résistance, mes chers amis, du Congo-Brazzaville, nous n'avons jamais sorti les symboles de la résistance. Et on gagne une résistance avec ces symboles. Allez-y lire les Che Guevara, allez-y lire tous ces mouvements, tous ceux-là qui ont fait les résistances de libération. Il y a toujours les symboles de résistance. Mais au Congo, comme vous avez tellement des vendus, des gens qui veulent tous devenir des chefs, des gens qui ne veulent pas rester derrière pour prendre les ordres, ils ont fracassé tous les mouvements qui ont existé et ils n'ont jamais mis en place les symboles de la résistance. Congo Debout a réussi à faire ce travail. Nous avons mis le manifeste pour la libération du Congo, symbole de la résistance. Nous avons mis le drapeau de l'unité du Sud, symbole de la résistance. Et là, nous sortons maintenant avec les habits de l'unité du Sud, qui représentent ici les symboles de la résistance pour installer véritablement l'unité du Sud au Congo. Sud du Congo. Vous voyez, hein? C'est une machine. Tous les jours, il y a des idées qui s'ajoutent. Mais les idées-là ne viennent pas de nous. Hein? C'est une inspiration. Parce que Yahvé Kwame Kango, Nkwalou Lendo ne veulent pas nous révéler tout en un jour. Parce que, pourquoi? Parce que Dieu certainement a sondé les cœurs des Congolais. Il sait qu'il y a des Congolais qui sont capables de vendre l'information et des Congolais qui peuvent continuer à jouer au traite, à la manipulation. Voilà, donc il nous révèle des informations à compte-gouttes, la procédure d'avancée. Il nous ouvre les portes du jour au lendemain, hein, du jour au lendemain, du jour au jour. Il nous ouvre ces portes-là. Hein, les portes s'ouvrent une à une. Hein, Dieu, le Créateur, Yahvé Nkwame Kango, n'a pas voulu nous ouvrir toutes les portes. Hein. Mais là, certainement qu'il s'est rendu compte que l'équipe qui est en place de Congo Debout, c'est des gens calibrés. C'est des gens qui devaient vibrer, vibrer à une certaine amplitude de vibration. Hein, chers amis. Et donc, quand ils ont commencé les petites vibrations en bas, et nous avons donc atteint cette amplitude de vibration que Nkwalou Lendo nous envient pour vous voulez. Et donc, ils commencent donc à nous ouvrir ces portes-là. Nous avons pleuré, nous avons crié, nous avons demandé des tonnerres, nous avons demandé de l'eau, nous avons demandé des tourbillons, on a demandé des abeilles, on a demandé les fourmis manias, les serpents, les léopards. Tout ça parce qu'on ne vibrait pas encore à l'amplitude que les esprits voulaient, que Yahvé Nkwame Kango, Nkwalou Lendo et nos parents voulaient. Maintenant là, nous avons atteint cette vibration. Ils nous ont déjà montré le premier signe des abeilles que nous avons demandé. Et les abeilles sont sorties. Ça, c'est, moi je crois que ce n'est qu'un signal pour dire que vous avez atteint cette vibration. Augmentez encore l'amplitude de vibration et vous verrez beaucoup plus des miracles, des prodiges qui vont se réaliser dans le contexte de l'unité du Sud, dans le contexte de l'axe Luango-Lodima, dans le contexte de la libération définitive du Sud du Congo contre la colonisation intérieure mise en place par le Moshi et le système de la France-Afrique. Maintenant là, nous allons augmenter l'amplitude de la vibration. On va vibrer plus fort pour que tous les esprits là doivent être alignés à la même diapason. Nous allons donc déclencher l'énergie de nos ancêtres, accompagnés par le pouvoir de Yahvé Nkwame Kango, Nkwalou Lendo, pour que ces gens-là descendent définitivement nous aider dans ce combat. Bon, je vais terminer par encore une petite observation. Permettez-moi d'abord de prendre un petit café. La petite observation, c'est quoi? Vous voyez le profito situationniste qu'on appelle ici le fils Mboshi Sassou. Un véritable profito situationniste. L'homme, depuis qu'il est là, il est nourri, logé, véhiculé, habillé. Bref,
il est pris totalement en charge, lui, sa famille, ses descendants, et se pose totalement en charge avec les fonds du contribuable congolais. Et ça, même pendant les périodes électorales, c'est quand même curieux, hein, chers amis, quand même curieux. L'hélicoptère qu'il utilise pour sa campagne personnelle, c'est l'hélicoptère de votre pays que vous appelez le Congo. Le carburant est payé par l'État. Ces pilotes-là sont payés par l'État. Ah ouais, alors que les autres candidats ne bénéficient pas des mêmes avantages que lui. Vous voyez que, chers amis, c'est là où nous sommes en train de dire qu'il y a véritablement un problème. Les Guy Parfait Kolela qui ont accepté d'accompagner Sassou dans cette forfaiture, ils ont tous trahi votre nation. Bon, encore, si encore il y avait une commission nationale électorale indépendante, ils devaient mettre en place un budget limité pour chaque candidat. Chaque candidat devait déclarer les dépenses et tout. Hein? Ça encore, c'est pas fait. Que dit la loi électorale du Congo? Aucune idée de ça. Ça, je laisse ça à ceux qui sont plus intelligents que moi, ceux qui sont très avancés dans le droit constitutionnel, les spécialistes d'organisation des élections, d'aller lire la loi électorale de ce pays, d'Enguesso, et de nous dire qu'est-ce que dit la loi électorale. Est-ce que celui-là, entre guillemets, que vous vous appelez en fonction, doit-il continuer de bénéficier des privilèges de l'État pendant la campagne électorale? Ça, je ne pense pas, hein, chers amis. Je ne pense pas. Eh oui, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il utilise l'hélicoptère qu'il détient, c'est pas, ça ne lui appartient pas. Il a acheté l'hélicoptère là, où il loue avec les fonds du contribuable congolais. Les véhicules qu'il utilise, ce sont les véhicules qu'il a achetés avec les fonds du contribuable. Donc, en étant en campagne, il ne devait pas utiliser ces véhicules, entre guillemets, de votre État. Ça, c'est une observation claire et nette. Il devait utiliser les moyens de son parti politique, les financements de son parti politique. Mais ce que nous constatons, que jusqu'à ce jour, le PCT n'a jamais fait les cotisations pour financer la campagne de Sassou Nguesso. Pourquoi? Qu'est-ce qui me le fait dire? Parce que nous voyons à tout le monde des lettres sortir qui nous demandent les gens de cotiser. Nous avons vu les gens des plateaux qui ont sorti 100 millions. Nous avons vu les ASA faire des discours, dire qu'il faut que la cuvette se mobilise pour aussi cotiser. Mais là, nous étions déjà dans la campagne. Mais par contre, ces gens-là ont reçu plus de 160 véhicules. Ils ont reçu plus de 20 conteneurs, des équipements de campagne. Ils ont financé tout ça avec quel argent? D'où est revenu cet argent? L'argent est revenu de l'État. Et ça, c'est un désavantage pour les autres candidats. Donc, quand vous êtes face à une forme, vous êtes face à cette forme de désavantage, vous ne pouvez pas vous engager. Parce que vous ne pesez pas au même niveau sur cette balance-là de la chance de pouvoir réussir. Ouais, chers amis. Bon, vous voyez encore le logement. Hein? Il est en campagne, mais il est logé, hein? Comme lui-même dit, lui, il ne peut pas dormir à la Belle Étoile. Il faut qu'il y ait une maison, lui, qu'il ait une maison dans chaque région du Congo. Il est en campagne, il utilise ces maisons de l'État. Les autres ne peuvent pas utiliser ces maisons-là. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, mes chers amis. Parce que ces maisons-là, on ne peut l'utiliser quand on est en fonction. On est en fonction. Or là, il n'est plus, entre guillemets, votre chef. Hein, il n'est plus chef. Il est candidat. Il est candidat. Donc, il n'a plus la fonction-là avec lui. Il ne peut pas donc, de surcroît, se permettre d'aller dormir dans ces maisons-là que vous vous appelez des palais présidentiels dans chaque département. Il n'a pas ce droit. Ouais, c'est ça. Mais l'homme utilise tous les avantages. Partout il passe, il dort dans ces maisons. Il met son équipe là. Il siège là. Les autres ne peuvent pas. Et ça, les Kolela sont incapables de le dire. Les Mounari sont incapables de dénoncer. Les Nsatmabela sont incapables de dénoncer. Les Nzo Mathias, la Rakai Kifisia. Bref,
Les Polin Makaya sont incapables de dénoncer. Les Mirassa sont incapables de dénoncer. Ça, c'est des véritables problématiques, puisque eux, ils veulent aller à une élection tripatouillée, où tous les candidats sont égaux devant la loi. Quand tous les candidats sont égaux devant la loi, tous les candidats doivent avoir les mêmes privilèges. Ou si les candidats n'ont pas les mêmes privilèges, tous les candidats doivent être quasiment... comment même je peux même décrire ça? C'est trop même difficile d'expliquer ça, chers amis. Parce que ce que nous constatons, notre observation, que les spécialistes de la politique du Congo sont incapables d'expliquer ça au peuple. Comment expliquez-vous un candidat est beaucoup plus avantagé que les autres? Ils utilisent les véhicules de l'État, le carburant de l'État, les employés de l'État pour bâtir sa campagne pour devenir votre chef. Et les autres, ils ont quoi à leur tour? De l'autre côté, ils ont quoi? À l'heure où nous sommes en train de vous parler, ce Sassou-là, le fils Mossi-là, n'avait pas le droit d'utiliser l'hélicoptère qu'il a acheté avec les fonds du contribuable congolais pour sa campagne. Il n'avait pas le droit d'utiliser les employés de l'État, comme d'ailleurs cette jeune fille que nous avons vue qui s'est présentée comme journaliste de la télé Congo, la télé Foufou, à Pointe-Noire. Bonjour madame. Je suis Karine Oyoma Ibombo, journaliste à Télé Congo. Avec la chemise de campagne de Sassou. Ça sont les employés de l'État, ils sont payés avec les fonds de contribuables. Là, ils sont en train de donner un avantage à un seul candidat. Voilà notre niveau intellectuel. Est-ce que nous voulons dire à tous ces politiciens congolais, bourricots? Nous ne sommes pas des bourricots. Nous avons une matière grise, une tête bien faite. Sassou ne pouvait pas utiliser les maisons de l'État, les palais entre guillemets présidentiels que lui, il a apparemment construit avec les fonds du contribuable pendant la période électorale. Il devait chercher là où il devait aller vivre. Parce qu'il n'est pas en fonction en tant que, entre guillemets, votre chef. Il ne pouvait pas utiliser ces palais-là. Mais en utilisant ces palais, il génère un avantage par rapport aux autres. Quand il utilise les moyens de l'État, l'hélicoptère, il utilise des moyens capitaux, vitaux même, pour pouvoir lui donner les possibilités de réussir à cet examen que les autres n'ont pas. Et ça, la Commission nationale électorale indépendante, dans des pays sérieux, crédibles, devait forcément disqualifier la candidature de Sassou Nguesso. Parce que ça s'appelle la tricherie. Sassou est en train de tricher. Sassou a pris un avantage sur les autres. Ça s'appelle la fraude, parce qu'il utilise les moyens de l'État. Combien de budget, combien d'argent a-t-il sorti pour financer sa campagne avec les moyens de l'État? Oui, chers amis. Et ça là, aucun candidat ne voit ça dans cet angle-là. Aucun homme politique du Congo ne voit ça dans cet angle-là. Donc, Sassou, ce qu'il est en train de faire, il triche. Il bénéficie des palais présidentiels, alors qu'il est en candidature, il est dans la course, il devait être au même pied que les autres, mais il continue d'aller dormir dans ces palais. C'est comme s'il est toujours là. C'est là où nous disons à tous les autres, vous êtes en train de faire fausse route. L'homme, on peut simplement dire, les dés sont pipés, parce qu'il fraude toute la ligne. Même pour pouvoir arriver à la date, il est en train de frauder. Quand il utilise les moyens de l'État, il dort dans les palais de l'État, dans tous les départements qu'il passe, il dort dans les palais de l'État, ce qu'ils ont appelé les palais présidentiels. Il utilise l'hélicoptère de l'État. Bref, cet homme n'utilise que les moyens de l'État pour sa campagne, ce qui devait donc pousser la Commission nationale électorale de Bouka de disqualifier la candidature de Néron Tropical, le fils Mossi que nous appelons Sassou. Alors nous demandons donc à Bouka Henri, alors lève-toi, on bat tes couilles et disqualifie donc la campagne de Sassou, disqualifie donc Sassou, parce que Sassou est en train d'utiliser les moyens de l'État, ce qui est contradictoire à la loi électorale, parce qu'il ne devait pas utiliser les moyens de l'État à son avantage pour mener à bien sa campagne et être en avance par rapport aux autres. Oui, hein, nous on raisonne, hein, chers amis. Nous on raisonne. Et ça c'est un raisonnement légitime, légal,
que tout un chacun de nous devait penser de cette façon. Malheureusement, au Congo, les gens sont complètement aveuglés. Une campagne où nous voyons, on nous affrète des aéroises qui sont venus faire le travail du sexe, parce qu'il y a plein de vidéos qui circulent, on m'a balancé pour mettre ça sous dans tous ces états. Une campagne où on finance avec les moyens de l'État, une campagne où les bières coulent à flot, une campagne où on berne les jeunes avec 3000 t-shirts. Malheureusement, à la fin, vous n'aurez rien. Quant aux promesses réalisées dans tous les départements au sud du Congo, pour nous, on dit zéro les Bongoutoulou, on va multiplier à zéro l'unité du Sud, comme vous voyez, USK, unité Sud-Congo, l'unité du Sud-Congo, voilà, USK, voilà, donc USK, l'unité Sud-Congo. Les symboles, comme nous venons de dire, de la lutte sont devenus visibles. Ce qui était dans la spiritualité est devenu matériel. Nous sommes en train d'exécuter ça. Et ça, on n'a jamais vu ça depuis que nous avons commencé cette lutte de la libération du Congo. Les symboles de la résistance, chaque lutte se gagne avec les symboles de la résistance. Chaque lutte se gagne avec les symboles de la résistance. Donc, Congo debout devait donc avoir le support de tout le peuple congolais. Travaillons ensemble, la main dans la main, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais, pour aller vers mettre en place l'unité du Sud. L'unité du Sud va venir avec une armée. On n'a pas de choix. Parce que on veut vouloir nous imposer un mariage que nous avons refusé. Parce que nous sommes dans le modèle d'évolution. Nous sommes dans le modèle du développement. Nous sommes dans le modèle de vivre ensemble, de construire et de bâtir. Nous ne sommes pas dans le modèle de la dette exponentielle. Nous ne sommes pas dans le modèle du vol. Nous ne sommes pas dans le modèle des crimes économiques, des crimes de sang. Nous sommes dans le modèle du respect de la loi, le respect du droit. Nous sommes dans le modèle de pouvoir donner à chaque fils du Sud du Congo sa chance d'évoluer dans ce Sud-là, avec une véritable force économique. Minimum 51% de l'économie doit être entre les mains des compatriotes du Sud du Congo, ce qui donnerait la force. Nous sommes dans le modèle de l'industrialisation à grande échelle, avec la transformation de la matière première sur place, ce qui génère des emplois, ce qui génère de la richesse pour notre peuple. Les Moshi ne sont pas dans ce modèle. Tous ceux qui sont partis à la campagne de Sassou ne sont pas dans ce modèle. Donc, ces gens-là ne peuvent pas représenter le Sud du Congo. Ces gens ne peuvent pas représenter le Sud du Congo. Le Sud du Congo n'est pas dans le modèle de Congo, un est indivisible. Le modèle de Congo est indivisible, donne l'avantage à Sassou parce que ça protège son pouvoir, donc ça protège le pouvoir Mboshi. Ça signifie, c'est pour maintenir la colonisation intérieure de Mboshi au Sud du Congo, et puis éventuellement brader toutes nos matières premières aux colons que nous appelons ici à la France. Donc, pérenniser les intérêts de la France-Afrique. Nous sommes dans le modèle de l'unité du Sud, bâti sur l'axe Luango-Ludima, extension Kinkala. Voilà, donc je crois que vous devez maintenant commencer à habituer avec ce langage. Il faut que ce langage soit maintenant un langage courant dans votre tête. Tous ceux qui vivent au sud du Congo doivent avoir désormais ça comme une base. L'axe Luango-Ludima, extension Kinkala. C'est comme ça, parce que c'est l'axe de nos ancêtres. C'est l'axe où les accords coloniaux ont été signés. C'est l'axe qui protège nos terres. C'est l'axe que nous ne pouvons jamais être contestés. Parce que nos ancêtres n'ont jamais vendu nos terres. Nos ancêtres n'ont jamais dit aux Français de donner nos terres à un Mboshi et que les Mboshi puissent nous maintenir en état de colonisation intérieure au sud du Congo. Les ancêtres ont donné pour le bien-être de nous, les descendants de ces terres-là. Donc si tu es dans Luango, si tu es dans Ludima, si tu es dans Kinkala, si tu es dans Sibiti, si tu es dans Mosenjo, si tu es dans Kakamweka, si tu es dans Kibwende, bref, l'ensemble du sud du Congo, nous sommes tous dans l'axe Luango, Ludima, Kinkala. Parce que c'est l'axe de la souveraineté totale de nos terres. Et sur cet axe-là,
On ne parle pas de Congo 1 est indivisible. Le Congo 1 est indivisible, c'est pour pérenniser le pouvoir des Mboshi et maintenir la même mise de la France-Afrique sur nos matières premières. Ça, nous disons non. Ouais, chers amis. Nous sommes dans un modèle d'évolution de la transformation de produits. Voilà pourquoi, dans le contexte de l'unité du Sud, nous sommes en train de le dire, il faut protéger les terres parce que nous aurons besoin de ces terres-là pour construire. Nous aurons besoin de ces terres-là pour développer, transformer nos produits. Et puis nous parlons de protéger les populations parce que nous avons besoin de nos jeunes féroces, dynamiques, travailleurs, bosseurs, qui vont donc aider à la transformation, à faire briller le sud du Congo, parce que nous nous donnons un cap. Hein? Chaque année, il y a des objectifs. Hein? Donc tous ceux qui travaillent dans des grandes compagnies, ils le savent qu'il y a des objectifs qu'il faut atteindre chaque année. Et nous nous donnerons ces objectifs. Ces objectifs, nous disons, si nous réussissons à mettre en place cette force la force de l'unité du Sud, nous nous donnons un objectif peut-être de 57 ans pour transformer le sud du Congo en un petit Dubaï. Et donc éventuellement cette petite Suisse que le professeur Pascal Lissouba disait que lui, malheureusement, qui n'a pas pu exécuter à cause des Mboshi. À cause des Mboshi qui n'a pas pu exécuter ça. Parce qu'il comptait sur les contrats liés au pétrole, tous les avantages qu'il a pu obtenir avec la part du pétrole du Congo, et il comptait donc, et ça devait venir au cours du deuxième mandat. Voilà pourquoi les Mboshi sont venus faire la guerre, vous voyez, tout en travaillant avec les amis de la France-Afrique, parce qu'ils ont su que ce type a mis en place la Société nationale des pétrole du Congo, ce qui veut être le levier. Donc là où nous devons venir, alors pourquoi il disait que le Congo va décoller, hein? Le Congo va décoller. C'est ça, c'était la vision du professeur Pascal Lissouba. Et nous allons donc combiner la vision du professeur Pascal Lissouba, la vision du monstre de l'industrialisation que nous appelons le président Alphonse Massamba Deba. Aïe, 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 aïe. Mais non, nous allons encore englober ça avec la force économique de André Milongo. Aïe, 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 aïe. Et nous allons venir avec le côté militaire des grands soldats comme les Kikadidi et Kimwalankaya, ainsi de suite, pour faire du Sud une véritable puissance économique, puissance militaire. Eh bien, nous allons donc donner de l'emploi, générer de la richesse, construire les universités. Le modèle que les candidats dans l'élection de Sassou Nguesso proposent ne fonctionne pas. Tant que les Mboshi sont dans cette équation, nous, on ne fera jamais le développement. Ils viendront toujours là pour nous faire la guerre. Ils voudront toujours protéger le pouvoir parce qu'ils sont dans le contexte de Congo, un est indivisible, même quand ils volent de l'argent, leur argent c'est pour aller investir à l'étranger, acheter des maisons, payer des taxes. Ils ne peuvent même pas retourner cet argent au Congo. Quand même qu'ils ont pillé les 30 000 milliards de fonds CFA du contribuable congolais, ils sont en train de revenir en compte-gouttes. Mais là encore, ça ne peut pas marcher parce que le Mboshi croûte l'argent comme il croûte le maïs. Il croûte l'argent comme il croûte l'arachide. Le Mboshi, c'est un rat dans la maison. Hein? Et si vous avez un rat dans la maison avec le sac d'arachide, vous ne pouvez jamais évoluer avec ce sac d'arachide-là. Donc on le dit, peuple du Congo, l'unité du Sud, comme on le dit, USK, hein? L'unité du Sud Congo, ou encore USK, l'unité du Sud Congo, c'est désormais ce que nous allons vivre, ce que nous allons respirer, ce que nous allons boire. Donc nous demandons à Bouka de mettre terme à la candidature de Sassou, parce qu'il est dans l'illégalité, hein? Il fraude, on ne sait même pas c'est financé à combien, on ne sait pas. Les autres sont désavantagés, il y a un désavantage terrible, on peut même dire logarithmien. Hein? Voilà. Donc, désavantage logarithmien. Donc, il court, qui baisse comme ça, qui baisse rapidement. Pendant ce temps, lui bénéficie de tous les moyens de l'État. Voilà un peu ce que je tenais à dire ce soir. Alors, courage à nous. La lutte continue. Merci. Continuons de demander à nos ancêtres. Hein, on a toujours besoin. Hein, on a toujours besoin de nos abeilles. On a toujours besoin de nos fourmis mania. On a toujours besoin de nos tonnerres. On a toujours besoin de nos pluies. Parce que le 21 mars
c'est le jour où nous allons tourner la page. Chaque enfant du Sud doit se préparer. Tu achètes l'eau chaude. Tu achètes l'eau chaude, tu mets dans un bidon, tu mets à côté. Prépare tes cailloux, affûte tes flèches, ta machette, tes pelles, ta hache. On affûte tout. On se prépare pour une libération complète. Nous demandons au Mossi, nous ne sommes pas des violents, nous vous demandons, libérez, allez, repartez sur vous. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Il commence à faire nuit, je vais rentrer. Je suis un peu dehors, je profite de prendre un peu, il ne fait pas trop froid aujourd'hui, donc j'ai voulu prendre un peu de l'air. À bon entendeur, salut, la lutte continue, le peuple gagne toujours. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout, unité du Sud. Congolais debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. L'unité du Sud, c'est pour toi, comme on le dit. Le Sud. Le Sud. Donc, pas d'erreur. L'axe Longolo-Dima-Kinkala, c'est le chemin de la réussite, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est la construction de tout le sud du Congo. C'est mettre le sud parmi la puissance économique avec un modèle que nous avons déjà détaillé pour booster le sud du Congo. À bon entendeur, salut. Betudoku tatama na kuma koko kongditadi. Koko kongditadi. Koko kongditadi. Betudoku tatama na kuma babele banzao. Matondo na ngwidu ya mbote kaka na bilumke ukwiza. Abuo dia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose, que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabila, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager?
Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambwala qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez de bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Franck. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala?
Au président, vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Oui. Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.